Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 4 mai, journée internationale des pompiers. Pas de feu sur le plateau de NRTV, mais de la bonne humeur comme d'habitude. En actu, la commune de Gland souhaite se doter d'un plan directeur de la mobilité et du stationnement. On en parle avec le municipal Michael Rohrer. L'occasion de revenir également sur son bilan de législature, puisque entré en 2013 à l'exécutif, le socialiste n'a pas été réélu lors du second tour des élections communales. Nous le recevons sur ce plateau. De l'actu, on passe au sport. La championne suisse Rachel Morey a disputé fin avril les derniers qualificatifs en tennis de table pour les JO de Tokyo. Alexandre Caporal la reçoit sur son plateau. Du sport, on passe à la culture, toujours en rythme avec la fête de la danse qui a lieu cette année du 5 au 9 mai. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet Palette qui sera sur scène le dimanche 9 mai à Rolle. La commune de Gland souhaite se doter d'un plan directeur de la mobilité et du stationnement, une mesure pour gérer l'évolution du trafic ces prochaines années. Évidemment, la municipalité demandera lors du prochain conseil communal de débloquer un crédit de 190 000 francs. On en parle avec vous, Michael Rohrer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter ce préavis. Vous appelez cela un outil de pilotage pour l'avenir. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors c'est une étude qui va quand même durer assez longtemps, pratiquement 2 ans, qui va englober toutes les formes de mobilité possibles, imaginables que nous avons sur la ville de Gland, qui va analyser aussi tout ce qui est stationnement, qui va analyser tout ce qui est mobilité vraiment complète. Et dans le cadre du développement qu'on veut avoir sur la ville de Gland, eh bien ce plan directeur nous sera très utile pour essayer de justement canaliser aussi cette circulation des différentes personnes qu'on aura. Oui, un projet avec 4 phases, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais c'est aussi finalement, vous serez d'accord avec moi, une arme pour convaincre, parce qu'on le sait, à Nyon, justement, les opposants se plaignent souvent de la densité du trafic, notamment cette fameuse avenue du Mont-Blanc surchargée. On a l'impression qu'aujourd'hui, le projet arrive trop tard quelque part, parce que c'est vrai qu'on parle de tous ces différents projets à Gland. Est-ce qu'il arrive trop tard? Non, il arrive en tout cas pas trop tard. Je veux dire, c'est clair que les problèmes qu'on a sur l'avenue du Mont-Blanc sont récurrents, mais c'est les problèmes normaux de toute ville. Je veux dire, vous pouvez pas être une ville sans avoir des soucis au niveau de la circulation. Ça c'est très clair. Maintenant, on est très au fait de comment ça se passe sur l'avenue du Mont-Blanc. On a une très bonne vision aussi sur les moyens et long terme. On sait où ça coince. Effectivement aussi, notamment au niveau de la sortie d'autoroute, qui est un projet qui est en route avec la région et puis qui devra se réaliser vraiment pour pouvoir un petit peu dégorger cette avenue du Mont-Blanc. Oui, parce que c'est des thématiques dont vous avez l'habitude justement de travailler, une certaine expérience dans ces domaines-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce préavis et notamment ce projet, il pourra changer ? Alors, je veux dire, le but de ce projet ou de ce préavis, c'est vraiment d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que pour le moment, on a des visions qui sont partielles, notamment quand une entreprise veut venir s'installer, on leur demande souvent un plan de circulation, mais ce plan de circulation reste vraiment cantonné à des endroits très spécifiques et particuliers, un carrefour ou deux, mais on avait jusqu'à présent plus de vision globale et complète de la circulation sur Gland. Et c'est vraiment ça que ça va amener. Ouais, c'est des thématiques qui ont notamment été abordées lors des élections communales. On demandait plus de globalité, une vision plus d'ensemble pour la commune de Gland. Un aspect qui sera aussi abordé, c'est notamment le comportement des Glandois qui évolue en termes de mobilité. À quoi est-ce que justement on peut s'attendre et quels sont les besoins aujourd'hui auxquels il faut répondre? Alors je veux dire, on aimerait bien effectivement que la mobilité évolue sur Gland, c'est-à-dire qu'on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de trafic Gland à Gland, c'est-à-dire que Gland n'est pas une ville qui est forcément traversée, mais c'est une ville où les gens se déplacent en interne énormément et on aimerait effectivement essayer d'amener un report modal, c'est-à-dire que les gens se déplacent plus en mobilité douce, que ce soit à vélo, que ce soit en trottinette ou à pied, plutôt que de prendre la voiture pour faire 200 mètres, amener un enfant à l'école ou autre. Ouais, alors on l'a dit, un projet en 4 phases. Si le projet passe lors du conseil communal, un crédit de 190 000 francs sera demandé. Ensuite, si le projet passe, la copie finale sera rendue début 2023. Quelles seront les 4 grandes étapes du projet? Voilà.
Non, là, j'ai plus les 4 étapes par cœur pour ce projet. Je vais vous aider parce il y en a ici tout un calendrier. C'est vrai qu'on a diagnostic, objectif, contrainte, concept multimodaux, mesures concrètes, tableau de bord, plan des investissements. Un point sur lequel j'aimerais revenir justement, c'est l'aspect où on fait comme Agnon collaborer les habitants glandois. Il y aura une participation. Alors le but, et puis je pense que ça va être demandé en tout cas par notre groupe, c'est d'avoir effectivement une participation de la population pour pouvoir comprendre ce que la population attend au niveau de la mobilité sur la ville. Alors c'est clair que ces mesures participatives vont devoir être intégrées ici dedans, oui. Ouais, donc affaire à suivre, ça c'était pour l'aspect mobilité infrastructure. À noter également que la municipalité présentera aussi jeudi prochain lors de son conseil communal un préavis portant sur une demande de crédit de 7,7 millions de francs pour étudier les possibilités de surélévation des écoles de Perreret, Grandchamp et Mauvernay. Michaël Reret, j'aimerais à présent revenir sur ces élections communales puisque vous n'avez pas été réélu lors du deuxième tour des élections communales. J'imagine que vous avez pris le temps un petit peu pour dégérer toute cette situation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la gauche, que votre parti a fait une mauvaise stratégie ? Alors moi, je ne pense pas que la stratégie y était mauvaise. Je crois qu'on est vraiment dans une situation un peu particulière avec certains travers de notre système politique, c'est-à-dire que notre système électoral fonctionne très bien quand vous avez de la droite et de la gauche et puis un centre qui fait un peu l'équilibre et la balance entre les deux. Et puis ce système politique ne fonctionne pas très bien quand c'est le centre qui est plus fort que les partis de droite et de gauche. On l'a très bien vu notamment aussi au Valais où le PDC squattait en fait pratiquement l'entier des places au Conseil d'État. Et quand on est dans ce genre de situation, on s'est rendu compte au Valais, il y a eu pratiquement un accord entre la droite et la gauche pour un peu évincer le centre. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Je veux dire, c'est simplement mathématique. Vous avez une force qui fait 40%, deux qui font 25%. Si les deux qui font 25% sont à droite et à gauche de celle qui fait 40%, elles n'ont aucune chance de passer. Ouais, aujourd'hui, justement, par rapport à la composition de cette future municipalité, avec 5 GDG, une PLR à la tête de la syndicature, Christine Giraud, mais aussi une PLR au sein de la municipalité, qu'est-ce qui serait intéressant de suivre, selon vous ? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à suivre. Moi, je pense que déjà, il faudra voir l'ambiance qu'il va y avoir au conseil communal, parce que je pense que ça va être une législature qui risque d'être un peu crispée et un peu tendue. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'opposition au niveau de la plateforme PS Les Verts, tout simplement aussi, puisque sans avoir de représentants en municipalité, la plateforme n'aura pas accès aux informations concernant les préavis et ne comprendra pas mal de choses de ces préavis et va se mettre forcément en politique d'opposition. Je pense que c'est, ma foi, un mauvais choix qu'aura fait la population glandoise qui va donner une législature assez compliquée. Christine Giraud, en PLR, avait conscience justement de cette nécessité d'avoir un contact aujourd'hui avec la plateforme de gauche. Qu'est-ce qui sera le plus difficile selon vous dans sa position ? Parce que c'est vrai qu'elle arrive fraîchement élue dans un nouveau rôle en tant que syndic PLR, syndic femme. Qu'est-ce qui sera le plus compliqué selon vous ? Alors, je ne sais pas si c'est pour Christine Giraud que ce sera le plus compliqué. Moi, je pense plutôt que ce sera compliqué pour les autres membres qui vont devoir faire passer des préavis municipaux, de pouvoir les expliquer aux deux partis qui n'ont absolument pas de représentants en municipalité et pas se retrouver ainsi dans une forme d'opposition de la part de ces deux partis. Ouais. Toujours par rapport à cette syndicature, Gérald Crétny a fait le choix de rester municipal. Il aurait pu choisir de tout simplement partir. S'il était justement parti, Gland se serait redirigé vers une complémentaire. On peut dire qu'alors, Michaël Reret, vous serez revenu dans la course. Est-ce que vous y avez cru jusqu'au bout ? Cru jusqu'au bout. On a toujours un petit espoir quelque part, ça c'est normal, oui. C'est vrai qu'avec l'élection de Christine, on s'est posé la question du fait si Gérald Crétny continuerait son mandat ou pas. C'est vrai qu'à 65 ans, on s'est dit que peut-être il lâcherait la main. Voilà, c'est pas le cas, donc les choses sont claires au moins. Ouais, les choses sont claires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent, c'est pas pour enfoncer du tout le couteau dans la plaie. Je sais que vous vous êtes engagé de tout vos corps, de toute votre âme, mais aujourd'hui, il y a quand même un petit aspect d'amertume, un petit goût d'amertume, on a la sensation.
Forcément, mais c'est une amertume pas seulement par rapport à moi, mais par rapport à la population glandoise, où plus du quart de la population n'est absolument pas représentée en municipalité, ce qui me semble quand même être une situation assez particulière. Ouais, une situation particulière aussi, c'est plusieurs années de travail. Vous avez eu notamment plusieurs gros projets que vous avez dû mener sur le devant de la scène. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de votre parcours et de cette législature ? Alors écoutez, je vais peut-être faire un bilan global parce que sur les 8 ans, c'est vrai que les 3 premières années, j'ai eu le service de la population et la sécurité. Ça m'a quand même permis de mettre en place le marché qu'on connaît actuellement à Gland, qui est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui tient aussi aujourd'hui à cœur aux Glandois. Ensuite, dans la deuxième partie, quand j'ai eu infrastructure, environnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont de très très longue haleine et où il a fallu négocier très longtemps. Moi, je pense à tout ce qui est surtout le vieux bourg, où on est arrivé maintenant vraiment au bout de toutes les négociations, où on va arriver avec un projet final où on n'aura pratiquement plus d'opposition. Voilà, ça c'était vraiment un très très long travail. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à pouvoir mettre en place des choses comme les mesures anti-bruit, qu'on puisse poser des revêtements phono-absorbants, mettre en place la zone 30 vraiment pour pacifier tout ce qui est mobilité dans le cadre de notre ville. Demain, à quoi va ressembler Gland selon vous ? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que Gland va de toute façon évoluer. Alors c'est vrai que peut-être pas si rapidement parce qu'on ne va pas pouvoir faire des très très grandes constructions ces 2-3 prochaines années. On a notamment un petit souci au niveau de la PEC qui n'arriverait pas à absorber si on mettait des grandes constructions. Je pense qu'il va falloir attendre 4-5 ans avant qu'on ait de nouveau un développement un peu plus considérable sur la ville. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au niveau de la circulation, on va essayer de pacifier un petit peu les choses aussi. Ouais. Pour la suite, Michael Rohrer, où est-ce qu'on pourra peut-être vous trouver ? Alors, écoutez, je ne pense plus en politique. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, maintenant, j'ai fait mes 8 ans, je ne vais pas continuer au conseil communal. Je vais continuer à suivre, bien évidemment, parce que ça m'intéresse, ce qui se passe au niveau politique, que ce soit sur Gland, et puis au niveau cantonal et suisse. Mais je ne vais plus m'engager directement là-dedans. Michael Rohrer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bonne journée. Merci. On parle tennis de table aujourd'hui puisque la championne suisse Rachel Morey a disputé les derniers qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo fin avril. C'était au Portugal. La Prévrangeoise de 31 ans ne s'est malheureusement pas qualifiée avec ses résultats, mais elle a encore de l'espoir d'aller aux JO grâce au repêchage. On explique tout ça avec elle en duplex depuis la France. Bonjour Rachel Morey. Bonjour. Rachel, explique-nous où tu es exactement là. On voit un bureau. Oui, alors je suis dans ma salle où je m'entraîne à l'ASPC Nîmes. Et ce matin, j'étais au repos d'entraînement, mais il fallait un adulte pour venir ouvrir la salle aux jeunes qui s'entraînent, qui n'ont pas école aujourd'hui. Du coup, j'étais de garde des petits ce matin, donc je suis dans le bureau de ma salle. D'accord, un petit break du coup pour parler avec nous. Donc voilà, on le rappelle, tu habites à Nîmes et puis c'est là-bas que tu t'entraînes donc au niveau professionnel. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé au Portugal lors de ces derniers qualificatifs pour les JO ? Tu n'as pas réussi à obtenir justement le sésame que tu espérais pour pouvoir te qualifier directement aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y avait 4 places et je partais 11 de la compétition. Donc, je savais que c'était de toute façon un gros challenge et que autant j'avais déjà battu des filles qui étaient devant moi, mais je savais aussi que certaines filles derrière moi étaient vraiment très fortes. Donc, que ça allait être compliqué. Et cette compétition est tellement particulière avec l'enjeu qu'il y a où tout se joue sur 1 ou 2 compétitions, puisqu'on a eu 2 tournois de qualification. Donc, c'est l'ambiance, la pression est particulière. Et j'ai pas fait une compétition catastrophique, ça a été, mais voilà, il y a eu 2 tableaux différents. Le premier, j'ai perdu assez serré. Et le deuxième, j'ai joué la tête de série numéro 1 d'entrée, donc un petit peu difficile d'entrée. Donc, pas réussi à aller au bout d'un des 2 tableaux.
C'était la pression peut-être justement des qualificatifs pour les JO et du fait que c'était cette dernière étape qui a fait peut-être monter le stress, la pression supplémentaire? Je pense que oui, je pense que ça joue, mais quand on voit que les têtes de série 1, 2 et 3, qui sont 50, 55 et 60 mondiales, n'ont pas réussi à se qualifier non plus, on voit à quel point la compétition le niveau était élevé et il y a eu de grosses surprises tout au long de la compétition parce que forcément les favorites doivent absolument gagner et celles qui sont derrière n'ont strictement rien à perdre. Elles jouent à 100%. Pas trop déçu, justement, comment tu vis ça, le fait de ne pas avoir décroché ce sésame que tu souhaitais? Forcément, j'étais un peu déçue, surtout d'un ou deux de mes matchs durant la compétition. Je pense que j'aurais pu mieux faire, donc forcément un petit peu déçue. Mais après, j'ai appris que j'avais encore une chance d'être repêchée, donc la déception était un peu... Il y a la bonne nouvelle, je le disais en introduction, tout n'est pas perdu, il y a la possibilité de repêchage. Explique-nous comment ça fonctionne, ça. Alors en fait, je ne m'étais pas trop renseignée avant la compétition. Je savais qu'il y avait des repêchages, pour compléter le tableau, il repêchait quelques filles au classement mondial et que c'était minimum une personne et maximum 16. 13 ou 16. Ils n'avaient pas du tout donné de chiffres. Et en fait, je ne m'étais pas plus renseignée sur comment ils allaient faire pour choisir combien exactement. Et en fait, après coup, il y a plein de filles qui avaient déjà calculé et qui m'ont montré les tableaux, etc. Et qui m'ont dit qu'en fait, il y aurait 10 repêchés et que pour le moment, je suis 11. Donc, j'ai quand même de grandes chances d'être récupérée. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y en ait une fille qui soit avant toi au classement qui abandonne, c'est ça ou... Alors, en fait, on peut faire l'histoire courte. Il y a la Corée du Nord, comme je pense que pas mal entendu, s'est retirée des Jeux Olympiques. Donc, nous, ils n'ont pas officiellement retiré l'équipe pour le moment, mais dès qu'ils vont le faire, si elles le font, si elles retirent l'équipe, dans ce cas-là, c'est l'Ukraine qui va être repêchée. Et dans ce cas-là, je passerai 9 au repêchage, donc dans le quota. Et en sachant aussi qu'il y a 2 autres filles qui sont mieux classées que moi, qui sont devant moi, qui ont arrêté le tennis de table il y a 1 an, à la suite de l'annulation des derniers JO. Et en fait, vu que le classement mondial a été gelé, vu qu'on n'avait pas de compétition, elles sont toujours dans le ranking, mais n'ont plus joué depuis 1 an. Et j'en connais une des 2 personnellement. Je lui ai du coup demandé si elle allait participer ou pas. Et elle a dit que son comité olympique lui avait répondu qu'à 99%, ça serait non. D'accord. Donc ça augmente petit à petit, jour après jour, tes chances encore justement de pouvoir partir à Tokyo cet été. À l'heure où on parle, Rachel, quel est le pourcentage de chances que tu puisses aller à Tokyo et puis quand est-ce que tu seras fixée? Je pense qu'il est... Si la Suédoise qui est devant moi m'a dit à 99% de chance, je ne peux pas y aller. Du coup, pour moi, c'est 99%, puisque si elle n'y va pas, c'est sûr que moi, je serai dans le quota. Mais après, tant que j'ai pas vu mon nom et que ça peut être un petit peu long. Et du coup, la Corée du Nord a jusqu'au 15 mai pour annoncer son retrait ou pas. Donc en fait, si au 15 mai, elle s'est retirée ou qu'elle n'a pas donné suite où ils n'ont pas été approuvés, dans ce cas-là, l'Ukraine sera repêchée et je serai dès le 16 mai. Par contre, si la Corée du Nord joue, là, je serai que dans le courant du mois de juin, entre le 1 et 30 juin. Bon, comment tu gères cette attente insoutenable, Rachel? On imagine que ça doit être plus possible au bout d'un moment d'attendre. Là, j'attends le 15 mai. C'est la première échéance où toutes les équipes qualifiées ont jusqu'au 15 mai pour être confirmées. Donc, je sais que ça, c'est la première étape. Et après, je verrai bien. Si l'Ukraine est repêchée, l'attente sera beaucoup plus facile. Si la Corée participe, dans ce cas-là, je serai sur la liste des remplaçantes et il faudra attendre que les autres filles se retirent. Donc là, l'attente peut être un petit peu plus difficile. Donc il faut essayer de ne pas y penser, de continuer les entraînements, de continuer les matchs, se réfugier dans le sport. Voilà.
Je suis rentrée dimanche. Dès lundi matin, j'étais à l'entraînement. Je ne me suis pas arrêtée. Et on a 2 matchs importants avec mon équipe française mi-mai à peu près. Et j'ai d'autres compétitions après. J'ai les championnats d'Europe par équipe et les championnats d'Europe individuels en juin. Donc, il n'y a pas beaucoup le temps aussi de réfléchir. Il faut s'entraîner et préparer tout ça. Il y a encore plein d'objectifs donc pour les prochaines semaines à venir. Eh ben, écoute Rachel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé ce temps. Et puis tout de bon chez toi à Nîmes et on croise les doigts du coup pour ta qualification au JO. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. Salut Rachel. Merci, au revoir. Palette, c'est l'exploration du mouvement avec sensibilité et humour. Les corps coopèrent et jouent pour se retrouver au centre d'une performance à la fois forte, énergique et subtile. On en parle aujourd'hui avec vous. Cédric Gagneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez très envie de tourner sur votre chaise. On verra si ça ira jusqu'au bout parce que forcément, un danseur, ça a envie de bouger. Vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter Palette avant de le découvrir dimanche 9 mai à Rolle à 11h et à 14h. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Palette, comment est-ce qu'est né le projet? Alors, le projet est né de notre rencontre avec Marc Osterhoff à la Manufacture de Lausanne, quand on étudiait ensemble. Et c'était notre projet de bachelor, en fait, notre thèse. Et puis, il y avait des palettes sur le parking. Tout le monde se battait pour avoir des studios pour faire son projet. Et nous, on a décidé de travailler sur le parking avec des palettes. Puis voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous inspiraient, ces palettes? Tous les deux, on a souvent été... on a souvent eu un peu ça dans notre tête de faire quelque chose avec ce genre d'objet qui est très utilisé, qu'on voit partout. Et puis voilà, en se rencontrant, on n'a vraiment pas réfléchi, c'était évident qu'on allait travailler avec des palettes. Et puis après, ce qui s'est passé pendant le processus, c'est qu'on a vraiment laissé... on a vraiment oublié un peu tout ce qu'on imaginait faire avec ces palettes et on a vraiment laissé le matériel et la coopération entre nous créer plein de situations et de jeux. Voilà. Pour vraiment laisser la place aussi à la matière palette qui est souvent utilisée de manière très fonctionnelle et on ne fait même pas attention alors qu'il y en a partout, vraiment. Il y en a vraiment partout. Ouais, ça s'appelle Palette et on a d'ailleurs quelques images, on regarde. Alors c'est un projet qui existe depuis 2017, il a passablement tourné. Un projet qui a forcément du coup évolué, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ces palettes, elles vous stimulent encore? Elles nous stimulent. Le matériau, à force de travailler avec, on s'y est vraiment attaché. Que ce soit l'odeur ou le poids, la forme. Et puis, en fait, la pièce est toujours en processus. On essaye toujours on cherche toujours des choses. Alors, on n'ajoute pas tout le temps des choses à la pièce parce que souvent, travailler avec des palettes en bois qui font entre 15 et 25 kilos, ça demande beaucoup de manipulation et de temps de manipulation. Donc, pour la performance, on n'inclut pas toutes les idées, évidemment. On essaye de garder une performance assez organique et puis... c'est quelque chose de très... C'est juste que vous dites organique, viscéral, quelque chose de très brut aussi. Il n'y a pas du tout de musique. Exactement, il n'y a Pourquoi? pas de musique, c'est brut. Parce que... donc on a travaillé en extérieur pour le processus et maintenant la pièce joue beaucoup en extérieur. Et puis quand on a ramené... En fait, la première de la pièce a été en théâtre. Et quand on a ramené les palettes dans le théâtre, juste on les regardait, on était fascinés. Vu que le théâtre, c'est un peu un endroit stérilisé comme une boîte blanche de musée ou la boîte noire du théâtre. Et du coup, on était fascinés par ça. On disait, mais ça suffit, c'est bien. Et puis après, avec nos corps, et puis en théâtre, on entendait beaucoup le bruit. Alors tout ça, c'est moins accessible en extérieur, du coup. Mais du coup, comment est-ce que vous trouvez le rythme? Parce que pour nous, ça peut paraître très surprenant. Forcément, quand on imagine un danseur, on imagine qu'il se pose aussi toujours sur la musique, qu'il trouve le rythme par la musique. Là, comment est-ce que vous faites?
C'est beaucoup notre relation qui définit le rythme, les jeux. Il y a beaucoup d'improvisation. Disons qu'il y a une structure guidée très claire, mais il y a beaucoup d'improvisation. Et dans ces improvisations-là, on a des jeux auxquels on a des rythmes qui sont attachés ou des manières d'enchaîner ou de se faire suivre les choses. Et c'est ça. Il y a un moment, on utilisait beaucoup des musiques qu'on avait dans notre tête, que les gens n'entendaient pas, mais que nous, on avait dans notre tête. Lesquelles? Alors, vous les avez encore dans la tête pour moi, c'était des chants un peu classiques. Après, moi, j'avais aussi la musique un peu rockabilly. Marc, je pense qu'il avait tout autre chose. On n'avait pas décidé, c'est chacun sa musique. Mais c'était des chansons qu'on connaissait très bien et que du coup, on s'amusait à utiliser pour le mouvement. Mais là notre relation, la pièce, elle est vraiment basée sur comment on évolue ensemble au fur et à mesure de la pièce. Donc, c'est très organique. Et puis, vous présentez Palette, du coup, dans le cadre de la fête de la danse. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette fête? Beaucoup. C'est toujours... c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait cette fête de la danse. Ça fait déjà pas mal d'années. C'est très, très fédérateur. Il y a beaucoup d'artistes qui jouent, d'ailleurs presque tous les artistes en général. Et il y a beaucoup... Le public aussi est très divers et c'est accessible pour beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup plus de gens que les pièces dans les théâtres, par exemple. Et puis moi, j'aime bien le fait que c'est toujours un mix de plein de choses, des écoles, des compagnies professionnelles, pré-professionnelles, de donner des cours, de tous les styles de danse. Dans les lieux aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper beau à la fête de la danse. C'est toujours des lieux dans lesquels on jouerait moins souvent en temps normal. Souvent des lieux en extérieur, in situ, ou même en intérieur. C'est des super lieux dans lesquels jouer. Ouais, alors aujourd'hui, on sait que le monde culturel se réjouit de retrouver son public et de retourner sur scène. Quelle place, selon vous, a la danse en Suisse? Est-ce qu'elle est assez reconnue aujourd'hui ou toujours pas? Moi, je pense qu'elle est assez reconnue. Après, on pourrait donner un autre avis, mais en fait, elle a été beaucoup soutenue et ça a beaucoup stimulé la danse. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, de personnalités qui sont venus en Suisse ou qui étaient là et qui ont fait beaucoup de choses. Et du coup, pour moi, elle est très, comment dire, florissante, la danse en Suisse, et elle est très diverse. Je suis très surpris des différentes manières de créer dans la danse selon les régions en Suisse. Donc on pourrait imaginer que Palette continue à traverser les années et puisse exister encore très longtemps. Tout à fait. C'est ce qu'on vous souhaite, Cédric Gagnère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler justement de votre spectacle Palette avec votre compagnie. Synergie, c'est ça? Synergie tout en douceur, il tourne, on ne l'a pas vu. Compagnie Most aussi, à voir donc le dimanche 9 mai à Rolle à 11h et 14h. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. C'est tout pour cette quotidienne du 4 mai. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.